dizaine de jours après que les élus ont manifesté des réserves concernant le vote de la hausse de la taxe foncière, tout en votant pour cette dernière, Éric Piolle avait décidé de les démettre de leur délégation. Les 3 adjoints et 4 conseillers municipaux sont désormais membres d'une nouvelle formation de la minorité. Sylvie Guillermin et Arash Sarkeshik, 2 artistes incontournables de la scène iséroise, vous invitent pour une découverte artistique avec leur spectacle Les Désaxés, un mélange de danse, de musique, de light painting et bien plus encore. Et chaque année, 7000 couples homosexuels célèbrent leur mariage, chose qui n'aurait pas pu être possible il y a 10 ans et un jour. Le rapporteur de la loi du mariage pour tous, Erwan Binet, est notre invité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mardi 16 mai. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Lors des débats avant le vote pour la hausse de la taxe foncière, ils avaient exprimé leur réticence face à l'augmentation de 25% des taux municipaux. Éric Piolle avait donc pris la décision d'exclure les 3 adjoints et 4 conseillers municipaux de sa majorité. Et ces derniers ont décidé de créer leur propre groupe. Retour en images sur le conseil municipal de ce lundi avec Théo Laroche. Ce soir, le conseil municipal a découvert un nouveau groupe dans sa minorité, Grenoble Démocratie, Écologie, Solidarité. Nouveau, ces 7 membres ne le sont pas. Élus dans la majorité d'Éric Piolle, ils avaient émis des réserves sur l'augmentation de la taxe foncière le 13 mars dernier, tout en votant pour. Leur prise de position leur avait valu une exclusion du groupe Grenoble en commun et la perte des postes d'adjoints pour Anoucha Gobian, Maxence Aloto et Hakim Sabri. Les frondeurs ont déposé une série de recours en justice contre le maire, notamment pour excès de pouvoir et droit à l'expression. La décision du maire est clairement un déni de démocratie. Je n'aurais jamais imaginé que je puisse appartenir un jour à une majorité où il y aurait un déficit de démocratie comme celui qu'on a vécu. Il nous avait prévenu que si effectivement on s'exprimait, on allait quitter cette majorité. Franchement, on n'y croyait pas. On s'est dit, la gauche, ça n'a jamais été cela, quoi. Je trouve qu'il a voulu porter en 2020 un arc humaniste. Donc un arc, forcément, vous avez plusieurs composantes. Et humaniste, par conséquent, c'est que vous êtes bienveillant, empathique. On a vu sa décision, elle a été brutale, verticale. C'est un peu ce Jupiter local, ce qui reproche au fond à Macron nationalement. Il l'applique ici, pas de dialogue, pas de discussion. Il a raison contre tout le monde. Pour une prise de parole, quelqu'un vous dit, écoute, c'est fini parce que tu as parlé. Et quand il vous reçoit, il vous dit, pendant 3 ans, ça a été super, on a vraiment très bien travaillé ensemble. Mais bon, comme il y a eu cette prise de parole, je ne peux pas vous garder. On trouve pas ça tellement cohérent et on trouve ça un peu injuste. Les délégations des désormais ex-adjoints ont été redistribuées par un vote à bulletin secret qui a élu Sandra Krief et Thierry Chastanier. Pour sa part, GDES, le groupe constitué par les frondeurs, poursuivra les engagements de la majorité. Hakim Sabri, qui avait rejoint Grenoble en commun à ses débuts en 2014, promet d'y porter une attention particulière. Je veillerai à ce que les engagements pris en 2022 auprès des Grenoblois, qui sont entre autres cette démocratie dont je viens de parler, ne soit pas bafouée. En tous les cas, je serai très très vigilant par rapport à tous les engagements qui ont été pris par le groupe Grenoble en commun devant les Grenoblois en 2020. 5 des 7 frondeurs siégeaient aussi à la métropole dans le groupe écologiste. Comme à la municipalité, ils constituent désormais un groupe autonome, ce qui rebat les cartes puisque le président de la métropole, Christophe Ferrari, n'a plus besoin des voix du groupe d'Éric Piolle pour disposer de la majorité absolue. Et autre sujet clivant, après 7 heures de débat, le Conseil a émis un avis défavorable sur l'arrêté métropolitain de la zone à faible émission qui bannira progressivement les véhicules polluants. La majorité municipale juge que les dispositifs décidés par le président de la métro, Christophe Ferrari, sont insuffisants. Le parquet de Grenoble a ouvert ce lundi une instruction pour enlèvement et séquestration dans l'affaire de la disparition de Pierre Prévost. Habitant du Versou, l'homme est porté disparu depuis jeudi. Des traces de sang et une fenêtre cassée ont été retrouvées à son domicile, ce qui emmène les enquêteurs vers la piste d'une agression, d'après les informations du Dauphiné libéré confirmées par le procureur de la République de Grenoble. Les gendarmes cherchent à savoir si la disparition du sexagénaire peut être liée à la découverte du corps d'un autre homme ce dimanche au pied d'une falaise à Montaut dans le Vercors. En 2006, dans le cadre d'une présentation de Canal 9, un de nos journalistes avait rencontré et interviewé Pierre Prévost sur ses fonctions au sein du média. Il travaille désormais à Saint-Martin-d'Hères en tant que vidéaste pour le service communication de la mairie.
Peinture, sculpture, photographie, installation, l'ancien musée de peinture accueille jusqu'au dimanche 21 mai l'exposition Énergie. 35 artistes exploitent les multiples facettes de cette thématique, qu'elles soient matérialisées ou simplement perceptibles, physiques ou spirituelles. Les créations présentées ouvrent le champ des possibles et laisseront chacun prendre ou non l'énergie qu'elles génèrent. L'exposition est organisée par la Maison des Arts Plastiques de Grenoble et de l'Isère qui propose des thèmes aux artistes locaux afin qu'ils expriment et montrent leur travail. Eux expriment leur travail avec leur corps, entre autres. Les artistes isérois Sylvie Guillermin et Arash Sarkeshik proposent pour leur 3e collaboration une découverte artistique avec leur pièce Les Désaxés. Voici les détails dans ce reportage de Jade Lanier. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux artistes incontournables en Isère. D'un côté, Sylvie Guillermin, connue pour ses représentations sur la condition humaine et son univers artistique singulier mélangeant cirque et chorégraphie. De l'autre, Arash Sarkeshik, un musicien aux accents jazz, punk rock, reggae avec quelques notes orientales et de fantaisie numérique et acoustique. On est vraiment sur ce que j'appelle les terres étrangères, c'est vraiment le thème de fond du spectacle, qui est aller sur le territoire de l'autre. D'ailleurs, il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle comme ça, sur aussi la notion un peu d'enfermement, d'exil. Il y a une chanson aussi sur les migrants. Et on travaille aussi un texte qui sera certainement dit aussi en turc et en français, sur ce grand écrivain turc qui s'appelle Nazim Hikmet. Voilà. Et certainement aussi une chanson ou deux de Arash. Le spectacle Les Désaxés est un mélange de danse, chant, poésie, musique et de light painting, une prise de vue photographique fondée sur la captation de la lumière. Les deux artistes utilisent aussi un plateau central permettant de faire du son en tapant avec ses mains ou avec ses pieds. On a connecté, en fait, là pour l'instant c'est des micros qui sont branchés au plateau et ça rentre dans ma carte son et du coup avec des systèmes de ce qu'on appelle des vocodeurs. C'est une manière de prendre le son et de le faire passer par un synthé. Et du coup, voilà, ce qui permet de, quand on a un coup, ça ouvre un synthé dans mon logiciel. Et du coup, je peux inventer les sons que je veux et du coup créer un espace imaginaire en plus. Les deux artistes isérois sont en résidence dans plusieurs salles à Grenoble et ses alentours. Ils feront leur première représentation des Désaxés le 14 novembre prochain à l'Odyssée des Bains, en co-accueil avec la Rampe et la Ponatière des Chirolles. Et après une résidence en avril au théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, les deux artistes seront à la Source à Fontaine, à l'Odyssée des Bains ou encore à la Rampe des Chirolles dès septembre 2023. Et avant cela, à compter de ce mercredi, c'est la réouverture du Bois français pour la saison 2023. Avec ses 4 lacs et ses activités nautiques, la base de loisirs située à 15 minutes en voiture de Grenoble, un peu plus en bus, constitue le plus important site naturel périurbain de la région. Baignade, pêche, canoë, ski nautique, une multitude d'activités seront possibles jusqu'au 3 septembre, en espérant que le plan d'eau ne sera pas asséché comme l'année passée, durant laquelle le niveau était particulièrement bas. Mais pour l'instant, c'est plutôt la météo qui risque de limiter le nombre de visiteurs. Et là-bas non plus, il n'y a pas de soleil en ce moment, mais il y a plein d'étoiles. Ce mardi, c'est le lancement du Festival de Cannes et parmi les films en compétition, Anatomie d'une chute a été tourné en Sud-Isère à Grenoble et Montbonneau-Saint-Martin, mais également en Savoie. Le long métrage raconte l'histoire d'un couple vivant dans la montagne avec leur fils malvoyant de 11 ans. Un jour, ce dernier est retrouvé mort au pied de la maison. C'est alors qu'après l'ouverture d'une enquête, la mère est inculpée et qu'1 an plus tard, son fils va assister au procès. Et on fête les 10 ans du mariage pour tous. Le 17 mai 2013, la France, sous la présidence de François Hollande, est devenue le 9e pays européen, le 14e du monde, à rendre possible le mariage homosexuel. Erwan Binet, bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous étiez le député et rapporteur de cette loi à cette époque. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à cette position ?
D'abord parce que j'ai été élu par les Iséroises et les Isérois de ma circonscription comme parlementaire. Et puis ensuite, je me suis inscrit en tout cas, j'ai inscrit mon travail dans la commission des lois, qui s'est vue assez rapidement confier ce texte. Et comme je suis rentré en politique essentiellement pour lutter contre les questions de discrimination, motivé par ça, je me suis assez rapidement retrouvé à défendre ce texte. C'est vous qui vous êtes proposé ou on est venu vous chercher? Les deux. C'est-à-dire que je me suis proposé pour défendre ce texte, pour travailler autour de ce texte, sans la prétention d'en devenir le rapporteur. Et ensuite, dans un deuxième temps, on est venu me choisir ou en tout cas me demander de pouvoir le porter. C'est un des sujets qui vous a directement intéressé dès vos premiers pas à l'Assemblée nationale? Oui, parce que moi, je me suis engagé en politique dans les années 80-90. C'est les premiers moments, en tout cas, de mes combats politiques étaient consacrés aux discriminations. Et ça reste aujourd'hui encore une des principales motivations de mon engagement politique. Et c'était évidemment le texte idéal pour pouvoir exprimer ce combat-là. Et on va revoir tout de suite les images du 23 avril, l'euphorie des députés lors de l'annonce des résultats des votes et donc de l'adoption définitive du texte. Pour 331, contre 225. Après 136 heures et 46 minutes. S'il vous plaît. Certains applaudissent, on voit aussi des députés qui quittent l'hémicycle. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? C'est des images d'un grand moment politique et j'ai été très heureux et gâté finalement dans ma vie politique qu'on me confie ce texte finalement je suis très heureux de la place que j'ai pu avoir, si modeste soit-elle, parce que c'était une équipe, c'était un environnement avec Christiane Taubira, on a beaucoup travaillé, c'est elle qui portait, qui incarnait évidemment ce texte-là, et puis les parlementaires de la gauche qui étaient très unis, qui étaient très forts, qui ont été très mobilisés pendant ces centaines d'heures de discussions dans l'hémicycle et puis les mois de préparation auparavant. À la fois, c'était une avancée en fait qui était énorme et a contrario, il y avait toutes ces manifestations, la manif pour tous, il y avait ces députés de droite aussi qui étaient foncièrement opposés à ce texte de loi. Comment est-ce qu'on fait pour jauger tout cela, pour se positionner là-dedans? Jusqu'au dernier moment, il y a eu une expression d'opposition, parce que vous n'avez pas montré les images, mais quelques minutes avant ce moment-là, des spectateurs dans l'hémicycle ont brandi une banderole contre le texte, qui ne se fait jamais. C'est d'ailleurs formellement interdit à l'Assemblée, quand on est spectateur, d'exprimer un point de vue. Donc c'était des choses d'ailleurs qu'on n'a jamais revues depuis. Donc l'opposition a été très difficile, très dure, très violente, parce que tout simplement, elle consistait à refuser à une partie de la population, singulièrement une minorité, des droits qu'ils bénéficiaient eux-mêmes. Donc c'était d'une violence rare, probablement on peut le qualifier d'homophobe, clairement. Donc c'était difficile. Mais moi, je ne me suis pas interrogé. J'étais certain de la vérité qu'on portait, certain de la nécessité de protéger ces familles. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec le temps, après ces 70 000 mariages célébrés, avec ces enfants et ces familles qui ont été créées, ces enfants qui ont enfin eu des liens de filiation avec leurs deux parents, on voit qu'on avait raison. Mais vous-même, vous avez dû annuler des conférences à Sciences Po Grenoble, par exemple, à cause des citoyens, des opposants de la manif pour tous? Oui, la violence est venue jusqu'à moi. Comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs vis-à-vis des politiques, c'est qu'on voit de plus en plus de violence malheureusement vis-à-vis des élus locaux, vis-à-vis des parlementaires. Je le déplore. C'était un peu moins quotidien il y a 10 ans. Néanmoins, ça a existé. Effectivement, l'extrême droite, la droite identitaire est venue perturber et les conférences dans lesquelles je m'exprimais, notamment dans les universités, ce qui est quand même assez incroyable, et notamment à l'IEP de Grenoble, où j'ai dû annuler pour des raisons de sécurité à la demande du préfet. Vous receviez aussi beaucoup de lettres, une menace de mort à l'époque. Ça vous a jamais inquiété? Non, parce que quand vous savez qu'elles viennent de ce camp très réactionnaire, avec des mots homophobes, des mots de haine, finalement, ça ne fait que renforcer la raison pour laquelle vous vous battez. Et moi, ces insultes, ces menaces, ces lettres, quand elles étaient menaçantes, quand elles étaient violentes, elles ne faisaient que me renforcer dans ce combat. Et selon le rapport de SOS Homophobie qui est sorti aujourd'hui et qui pointe qu'il n'y a pas vraiment de diminution des actes LGBTI-phobes, finalement, les mentalités, est-ce qu'elles ont vraiment évolué depuis
depuis la Je promulgation pense de cette loi? que les mentalités ont évolué. Et je pense que le texte, le mariage pour tous, et le débat qu'il y a eu autour a permis de les faire évoluer. Et moi-même, j'ai été témoin de nombreuses personnes qui m'ont dit qu'elles avaient changé d'avis. Et objectivement, je pense que collectivement, on a fait évoluer cette question, en tout cas la connaissance que les Françaises et les Français ont aujourd'hui de l'homosexualité et des familles homoparentales. Néanmoins, il reste encore des points d'ignorance, pour ne pas dire de bêtises, à remplir et à combattre. Donc on va y aller. Puis l'une des raisons pour lesquelles l'homophobie, les actes homophobes sont en augmentation, c'est parce que les victimes homosexuelles aujourd'hui portent plainte, aujourd'hui dénoncent, aujourd'hui s'expriment, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, et j'en suis heureux. Qu'est-ce que le gouvernement actuel pourrait faire pour limiter tous ces actes homophobes, toutes ces manifestations homophobes? Ça reste pour moi un sujet tabou. C'est-à-dire que le fait qu'on n'arrive pas encore dans ce pays à avoir une vraie politique de prévention dans les établissements scolaires, ça existe. Mais c'est malheureusement sur la seule volonté et la bonne volonté des enseignants, des dirigeants des établissements, et c'est pas fait de manière égale sur le territoire. Le fait qu'on n'arrive pas à avoir un vrai discours, par exemple, sur l'accès au PMA des couples de lesbiennes, avec une communication sur la nécessité aussi d'avoir des dons de gamètes, des dons de sperme, il n'y a aucune publicité autour de ça, me fait penser qu'il y a encore un tabou autour de ces questions. Il faut lever ce tabou, et c'est pour cette raison que finalement le fait de célébrer ces 10 ans du mariage pour tous est une occasion, une fois de plus, pour lutter contre l'homophobie et pour faire avancer encore ces droits qui ne sont pas encore parfaits. Et en 10 ans, vous l'avez dit, il y a eu près de 70 000 mariages, 7 000 environ par an, entre deux personnes du même sexe qui ont été célébrés. Ce mardi soir, vous participez à une table ronde et une soirée festive à l'Hôtel de Ville de Grenoble. Merci beaucoup, Erwan Binet, d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.